Alors vous souhaitez vous lancer dans l'activité de conseiller en gestion de patrimoine, mais vous êtes aujourd'hui en poste, peut-être que vous êtes aujourd'hui salarié, peut-être que vous êtes déjà peut-être entrepreneur, mais du coup vous ne pouvez pas y consacrer un temps plein à l'activité de conseiller en gestion de patrimoine. Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Est-ce que l'on peut faire le métier de CGP en double activité? Je reviendrai sur finalement comment on peut faire pour mêler les deux, comment être 80-20 pour être le plus efficient possible. Et puis derrière, après, je vous donnerai aussi mon exemple personnel, puisque moi-même, en fait, j'ai démarré dans cette profession en étant en double activité pendant plus d'un an. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que encore plus lorsqu'on démarre dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine, on doit se concentrer sur deux choses. C'est trouver des clients et leur présenter des solutions. Pas plus. Quand on démarre, on doit trouver des clients et on doit leur présenter des solutions. Ça veut dire que si vous vous focalisez sur ces deux choses, vous pouvez avoir des premiers résultats assez rapidement en travaillant quelques heures par semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait process de rendez-vous, c'est à peu près 2 à 3 rendez-vous. Chaque rendez-vous dure à peu près 45 minutes. Ces 45 minutes, on peut assez facilement les caser entre midi et 2 ou après 17 heures. Et puis c'est encore plus facile aujourd'hui avec la visioconférence. Moi, quand j'ai démarré en 2017. En 2017, c'était avant le Covid. Quand on disait aux personnes qu'on ne connaissait pas, on va faire un rendez-vous patrimonial où on va parler de votre argent et on va le faire en visioconférence, bon, les gens n'étaient pas trop réceptifs. On a eu effectivement le Covid et derrière les mentalités ont changé. C'est beaucoup plus facile maintenant de le faire en visioconférence. Donc c'est encore plus facile aujourd'hui de faire le métier CGP en double activité qu'il y a 5 ans. Mais évidemment, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve, hein, plus vous pouvez y passer du temps, y consacrer du temps, et plus vous allez avoir des résultats importants et rapidement. Par contre, je pense en tout cas, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est envisageable de pouvoir démarrer l'activité en y consacrant moins de 10 heures par semaine. Du moins si vous êtes opérationnel. Forcément, si vous n'êtes pas de ce domaine-là, vous aurez de la formation à faire initiale pour pouvoir vous inscrire par exemple à l'ORIAS. Donc peut-être qu'il faudrait y passer un peu plus de temps ou sinon décaler vos premiers rendez-vous un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est envisageable pour moi en y passant moins de 10 heures par semaine. Et encore une fois, je vous dirai tout à l'heure plus tard, mais c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancé dans le métier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est à court terme, si vous avez des contacts déjà qualifiés, que vous avez peut-être identifiés parmi des amis, des connaissances, des collègues de travail, des personnes qui ont du capital à investir et un besoin en investissement, forcément ça va aller beaucoup plus vite. Pareil, si vous êtes assez extraverti, que vous avez une facilité de nouer de nouvelles relations, ce sera plus facile pour vous au début. Néanmoins, moi ce que j'observe, c'est que sur le long terme, c'est la régularité dans votre prospection et la planification de vos rendez-vous qui vous permettra d'avoir des résultats. C'est-à-dire que c'est courant, on peut avoir des conseillers qui démarrent, vont rentrer un très bon contrat, un deuxième gros contrat, quelques contrats qui suivent, et puis plus rien. Parce qu'en fait, ils ont entre guillemets siphonné leur premier cercle relationnel qu'ils avaient, ou leur premier prospect qu'ils avaient un petit peu au chaud, mais ils ne font pas des actions de prospection. Donc ces actions de prospection, bonne nouvelle, on peut les faire de manière asynchrone, on peut le faire par message, par mail, et donc c'est tout à fait compatible avec de la double activité. Maintenant, je vais vous donner mon exemple personnel. Donc moi, j'ai démarré en double activité. Je consacrais une dizaine d'heures chaque semaine. La première année, j'ai pas mal galéré parce que je faisais beaucoup de rendez-vous. Je me focalisais sur trouver des rendez-vous, enfin trouver des clients, leur présenter des solutions, mais je convertissais mal parce que j'étais pas bon du tout sur la partie commerciale. Mais j'ai quand même généré un petit peu plus de 20 000 euros de commission la première année en double activité. Alors, si je ne vivais que sur ces 20 000 euros, forcément, ça fait pas beaucoup sur l'année. Mais en double activité, ça faisait quand même une très belle source de revenus complémentaires. Deuxième année, je refais après la même chose, une vingtaine de milliers d'euros. Mais je sens qu'il y a une certaine traction, justement. Tous les rendez-vous que j'ai fait avant, des gens me recontactent, je m'améliore, je fais le suivi, ça aussi c'est très important, le suivi avec les clients, et je sens que quelque chose est en train de se passer, que effectivement, je commence en tout cas à avoir de la visibilité sur les affaires qui vont rentrer. En même temps, c'est très compliqué au niveau de mon travail, parce que mon esprit est ailleurs, mon esprit est dans mon nouveau métier, ma nouvelle activité, plus dans mon ancien job. Donc je demande à démissionner. Mais à cette époque, j'étais encore très loin de remplacer mes revenus salariés. Mais par contre, ce qui est important, c'est le fait déjà d'avoir accumulé, de pouvoir capitaliser sur tout le travail que j'avais fait en amont lorsque j'étais en double activité, plus le fait de pouvoir être à 100% focus, ça m'a permis vraiment d'accélérer. Et puis je ne l'ai pas regretté, parce que même si quand j'ai quitté mon taf, j'étais très loin de remplacer
mon revenu de salarié à l'époque. Troisième année, j'ai fait près de 200 000 euros de commission et de rémunération. Pourquoi? Parce que j'avais pas de bureau, hein, je travaillais de chez moi. En plus, c'était période Covid. Donc je restais chez moi et j'avais un ordinateur et un téléphone. J'avais pas beaucoup de charges. Cette année d'ailleurs, je me suis récompensé par la suite. J'avais une belle voiture qui me faisait plaisir. J'ai pu l'acheter cash, justement, avec cette belle année en tout cas. Et encore une fois, pour revenir là-dessus, je me suis concentré sur deux choses, vous voyez que c'est possible. Trouver des clients, leur présenter des solutions d'investissement. Moi, ça, je l'ai fait, j'ai eu des bons résultats au bout de la troisième année. La bonne nouvelle, et nous on le voit avec les personnes qu'on suit dans notre accompagnement, bah, c'est que finalement, elles vont beaucoup plus vite que nous, forcément, parce qu'elles capitalisent sur notre expérience et sur notre accompagnement. Moi, quand je l'ai fait, bah, j'étais tout seul en rendez-vous. Donc, c'est-à-dire que je faisais des essais et des erreurs, beaucoup d'erreurs, et j'avais pas la possibilité de corriger très rapidement. Alors forcément, si vous avez la possibilité de vous remettre en question rapidement, c'est bien, ça vous permet de progresser plus vite. Mais si vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, je le sais parce que je l'ai moi-même fait et que la façon dont tu le fais, ça marchera pas, bah vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Quand on est en double activité, du coup, la question c'est comment on trouve ses premiers clients. Alors la première chose à laquelle personne ne pense, et pourtant c'est une chose la plus simple du monde, et ben première chose, c'est peut-être déjà on peut être tout simplement son propre client. Alors ça vous allez dire, c'est bizarre parce que finalement, bah, on ne peut pas vraiment compter sur soi-même pour gagner de l'argent sur ses propres investissements. Oui, c'est vrai, c'est pas bien sur le long terme. Mais par contre, la chose pour moi qui est importante, c'est déjà, première chose, vous testez les solutions. Vous allez au bout vraiment des différentes solutions. Quand vous avez un bien IMO, des placements financiers, vous creusez vraiment la solution parce que vous vous dites, je vais mettre mon argent dedans, donc ça a intérêt à être de qualité. Vous testez les parcours de souscription aussi, avec les extradettes des partenaires par exemple que vous avez, et ça vous permet derrière d'être, quand vous allez proposer à un client, vous dire bah voilà comment le client, quel sera son parcours, vous savez comment ça fonctionne. Donc s'il y a des dysfonctionnements, des petits bugs ou des petites choses un petit peu compliquées, au moins vous le savez en amont. Deuxième point aussi qui est très important, votre conviction. Vous allez augmenter énormément votre degré de conviction parce que vous avez creusé la solution, vous avez investi pour vous-même. Et donc, si vous avez investi, c'est que normalement, la solution, vous trouvez pertinente. Ça va aussi vous permettre en rendez-vous, si un client vous challenge sur une solution en vous disant je ne pense pas que cette solution elle soit de qualité par exemple, bah, vous-même vous pourrez dire bah, je l'ai creusé suffisamment pour que je puisse investir dedans. Donc ça va vous rendre crédible et même moi c'est pas rare de temps en temps qu'il y ait des clients qui me disent bah, cette solution me paraît intéressante, est-ce que vous à titre personnel vous avez investi dedans? Il y en a certains effectivement qui aiment bien challenger, savoir est-ce que mon conseiller a investi dedans. Donc, si vous dites oui, bah là forcément la vente elle est beaucoup plus simple parce que peut-être que le client, pensant que vous n'avez pas investi dedans, bah, le fait que vous dites oui, ça va remonter fortement votre niveau de crédibilité. Ensuite, deuxième étape, bah, c'est cibler son entourage. On a des premiers clients à aller chercher peut-être parmi famille, amis, collègues de travail. Tout le monde, enfin beaucoup de personnes en tout cas ont des besoins en gestion de patrimoine. Vous pouvez démarrer de cette manière-là. Ensuite, peut-être aussi aller isoler des clients prescripteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recommandation, c'est pire qu'une loi de Pareto. C'est pire que du 80-20, c'est peut-être du 90-10. C'est-à-dire que vous allez avoir 10% de vos clients qui vont vous ramener 90% des recommandations. Donc ça veut dire que toutes vos actions de suivi, pour aller augmenter le taux de satisfaction auprès de vos clients, il faut le faire, mais concentrez-le d'abord sur vos meilleurs clients, sur vos ambassadeurs, sur votre prescripteur. Parce que ce sont eux, dès qu'ils seront satisfaits, qui parleront un peu plus de vous à votre entourage. Vous pouvez aussi mettre des systèmes de parrainage, des systèmes pour aller incentiver, peut-être chèque cadeau, choses comme ça, pour aller les encourager à recommander plus. Généralement, c'est des profils généralement assez extravertis qui aiment bien les challenges. Donc ça aussi, ça peut bien fonctionner. Je vous ai parlé de trouver des clients. Alors après, il y a plein d'autres solutions différentes dont on pourrait parler, mais là, je vous parle de choses assez simples dans un premier temps, dans cette vidéo, parce que je ne vais pas y passer non plus 3 heures. La partie présentation, ensuite. Ça peut être une partie compliquée, notamment si vous n'avez pas une grosse expérience commerciale. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez apprendre à structurer vos rendez-vous. À la fin de chaque rendez-vous, ça doit être très clair dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on replanifie un rendez-vous avec le client? Quand est-ce qu'on le replanifie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que finalement on le replanifie plus tard? On le replanifie semaine prochaine ou dans 6 mois? Quelle solution je dois présenter? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça doit être extrêmement fluide, votre parcours de rendez-vous, de savoir à chaque fin de rendez-vous qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc ça, c'est un point qui est important, ça s'apprend. Alors quand on ne vient pas du milieu commercial, effectivement, c'est peut-être un peu moins intuitif, mais vous devez apprendre à mener un entretien patrimonial, poser les bonnes questions,
et orienter les clients pour leur faire prendre des bonnes décisions. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Cette partie commerciale, j'étais vraiment pas bon. J'ai tourné en rond pendant plus d'un an. Donc j'ai fait des expérimentations, des choses, et petit à petit, effectivement, ça m'a permis de savoir mener un entretien. Je me suis aussi formé sur ces sujets-là pour gagner en efficacité commerciale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle effectivement on consacre une grosse partie de nos modules de formation que l'on a dans l'académie pour pouvoir justement faire un effort important sur cette partie commerciale. Parce que une fois que vous maîtrisez la partie commerciale, c'est vraiment le jour et la nuit en termes de résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de vous conforter en fait dans l'idée que si vous êtes aujourd'hui en poste, que vous pouvez exercer ce métier en double activité. C'est possible, il faut juste être bien structuré, bien organisé et savoir qu'est-ce que l'on doit faire de manière prioritaire.